mon ami en bas, Coco 27, me dit oui, c'est vrai. Alors, voyons voir si le récit historique nous dit si ça va vous rejoindre ou pas. La question, c'est où était-il au moment de l'arrestation de Lumumba? Cette question, on doit se la poser sans timidité, sans hésitation. Sachant simplement que au moment de l'arrestation et de l'assassinat de Patrice Lumumba, nous sommes entre 1960 et 61, Étienne Tshisekedi était où? Il est un jeune juriste de 28 ans. Il est formé en droit. Il travaille dans l'administration de l'État congolais, naissant, qui vient de commencer. Donc, il est dans l'administration. Il n'a pas un poste d'autorité. Il n'est ni membre du gouvernement central, pendant que Lumumba est arrêté et assassiné. Étienne Tshisekedi n'est ni membre du gouvernement central. Il n'est pas non plus un officier supérieur ou même inférieur. Il n'est pas membre de services secrets ou de services liés à un ministère. Il n'est pas non plus un décideur sécuritaire. Ça, c'est déjà la première chose. Là où nous devons nous mettre d'accord, mon ami Coco. Donc, quand Lumumba est arrêté, je reprends par là, Étienne Tshisekedi, il n'est ni membre du gouvernement central, il n'est pas officier, il n'est pas membre d'un service, il n'est pas un décideur au niveau de la sécurité. L'effet central, c'est quoi? L'arrestation, la détention et la remise de Lumumba au Katanga relève de qui? Qui est le responsable? Ça relève de la présidence. Et en tant que président à l'époque, vous avez le président Kasavubu. Vous comprenez? Et qui vous avez dans l'armée en tant que commandant maréchal? Vous avez Mobutu qui est dans l'armée. Au niveau des réseaux, vous avez des Belges, des Américains, etc. Au niveau des autorités, vous avez les Katanga. Et donc, Moïse Tshombe. Vous comprenez? Et donc, il fut juriste, il fut ministre après. Mais sa formation, il est bel et bien juriste, mon ami. Mais comme je le dis, dans les débuts, entre 1960, camarades, et 61, Étienne Tshisekedi, il n'est pas membre du gouvernement central. Ça, c'est vérifiable, c'est historique, historiquement vérifiable. Il n'est pas un officier supérieur, il n'est pas dans l'armée, il n'est pas membre d'un service quelconque, il n'est pas un décideur. Et donc, comprenez ici que l'accepter, ce n'est pas une faiblesse. L'histoire reste l'histoire. Et ne tronquez pas l'histoire parce que vous n'aimez pas un individu. Soyez dans la rigueur parce que c'est l'histoire qui sera transmise. Vous les racontez à vos enfants les racontent à leurs enfants. Et si l'histoire est mal racontée parce que vous n'aimez pas une certaine personne, c'est ça tronquer l'histoire, c'est ça biaiser l'histoire. Vous comprenez? Et donc, sont d'abord d'accord sur ces faits-là, mon ami Coco, qu'il n'assumait aucune fonction étatique pendant que Lumumba est arrêté et acheminé au niveau du Katanga. Donc, l'arrestation, la détention et la remise de Lumumba au Katanga appartient. Les responsables sont Kasavubu, il était président, Mobutu était dans l'armée en tant que chef supérieur, vous avez des Belges, vous avez des Américains, etc. Et puis vous avez les autorités katangaises. C'est sur eux qu'il faut reposer l'arrestation et la mort de Lumumba et non sur Étienne Tshisekedi. Donc Tshisekedi n'a aucune position institutionnelle lui permettant d'influencer ces événements. Aucune position institutionnelle lui permettant ici d'influencer ces événements. Vous allez monter un peu, mon ami.
Donc, comment devient-il alors ministre sous Mobutu? Comment devient-il ministre sous Mobutu? Pour ne pas reposer la mort de Lumumba sur son dos. Vous comprenez que après la prise de pouvoir progressive de Mobutu Sese Seko, l'État congolais fonctionne. Alors, maintiens l'engagement de ton live si tu éteins la caméra, si tu montres des images statiques, si tu t'abstiens longtemps, ton live risque de... Oh là là. Il se passe quoi ici avec ce live, hein? On va voir mon visage à tout prix alors. Bon, mettons mon visage en prééminence alors. Pour ne pas être coupé. Ok. Donc, chers amis, Tshisekedi, comme vous avez compris, après la crise de pouvoir progressive de Mobutu, l'État congolais fonctionne selon une logique post-coloniale classique. Et ça, il faut l'entendre. Pénurie des cadres formés. Il n'y avait pas beaucoup de cadres formés, puisque la Belgique n'a pas formé beaucoup de cadres. Nous avons connu de cooptation des juristes, économistes et administrateurs, une concentration du pouvoir réel dans l'appareil militaire. Et donc, Tshisekedi est intégré comme un technicien du droit, non comme un homme fort, non comme un ministre. Nous sommes entre 60 et 61. OK? Vous comprenez? Il est intégré comme technicien du droit, non comme un homme fort. Et donc, il devient ministre de la Justice dans les années 1960, à une époque où le président concentre la décision. OK? Le ministre civil exécute. Il devient ministre de la Justice dans les années 60, à une époque où les juridictions d'exception sont contrôlées par l'exécutif. Vous comprenez? Il ne contrôle ni l'armée pour lui reposer la responsabilité de la mort de Lumumba ou même la participation. Il ne contrôle ni l'armée, il ne contrôle pas la police, il ne contrôle ni la sécurité politique. Vous comprenez? Et donc, la question c'est, une fois qu'on a compris que Étienne Tshisekedi ne peut pas porter la charge ou la casquette d'un homme qui a participé à l'assassinat et à l'arrestation de Lumumba, parce qu'il n'avait aucune décision à émettre. Mobutu était militaire. Et c'est Mobutu qui a ordonné les choses. Mobutu a été, je dirais, instrumentalisé par les Belges, les Américains. Et c'est Mobutu, en tant que général de l'armée, qui fait le choix de répondre aux inquiétudes et d'exécuter l'agenda occidental, l'agenda américain. Comment certains opposants, comment certains Congolais consciencieux, responsables, veulent attribuer à cet homme la participation à un assassinat d'un gros homme comme Lumumba. Soyons clairs à ce niveau-là, ce n'est pas pour prendre parti pour quelqu'un, mais c'est pour établir une certaine vérité, une certaine cohérence. Soyons cohérents, soyons, je dirais, sévères avec nous-mêmes, parce que nous risquons de tromper une génération et mentir. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, certains l'accusent aussi d'avoir participé à la création de la dictature de Mobutu, qui fait partie de ceux qui ont érigé le monument dictatorial dont Mobutu fit les figures emblématiques pour déchirer, dominer et faire sa loi et imposer sa vision. La question est, est-ce que
Étienne Tshisekedi était l'architecte par excellence. A-t-il participé à la création du MPR? La question est posée. La réponse est sans embâche. Oui, il a participé. OK? Il a participé. Coco 27, Yokande Mamakamnazo Bisayo, et puis tu vas vérifier. Tu écoutes et puis tu vas vérifier. OK? Il y a des points sombres que je vais aussi toucher. Je ne suis pas là pour laver quelqu'un. Je suis là pour rétablir une certaine clarté, une certaine vérité, que les gens ne... Vous n'êtes pas historien, mon cher, peut-être historien dans un autre cadre, mais pas sur l'histoire de la RDC, parce que sinon vous allez confirmer mes propos ici. La question c'est, a-t-il participé à la création du MPR? La réponse est oui. Tshisekedi fait partie, bien évidemment, des cadres civils impliqués dans la mise en place du MPR, parti unique instauré par Mobutu. Ça, c'est vrai. C'est un fait historique qu'il ne faut ni nier ni caricaturer. On ne peut pas mentir à ce niveau-là. Mais il faut comprendre aussi les contextes, mon ami Coco. Comprenons les contextes de cette participation. Nous sommes en 1967. Okay? Le pluralisme est considéré comme facteur des chaos. Remettons les contextes. Parlons du climat de l'époque. Le pluralisme, à l'époque, est considéré comme un facteur des chaos. Partout, dans le monde entier. Okay? Sauf dans des pays déjà bien avancés en démocratie. Mais là, nous étions dans un climat où beaucoup de pays sortaient de la dépendance occidentale. Donc, sortaient de la colonisation. La guerre froide avait imposé des régimes stables. Les États africains étaient entourés ou encouragés à centraliser leur pouvoir. Donc, le MPR n'est pas présenté comme un parti idéologique, mais comme un instrument d'unité nationale. Vous comprenez? Comme un instrument d'unité nationale pour cesser les perturbations, cesser le déchirement, pour mettre fin au chaos. Et dire ça, et donner cet aspect historique, cette vérité qui a formaté ou cimenté la plupart des États à l'époque, ce n'est pas appartenir à un groupe, mon ami Coco. C'est dire les choses comme cela, comme les choses se sont passées dans un contexte et dans un climat donné. OK? Donc le MPR n'est pas présenté comme un parti idéologique, mais comme un instrument d'unité nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-on condamner Tshisekedi pour cela? D'avoir participé à façonner un instrument qui tendait vers l'unité nationale. Est-ce qu'on peut condamner? Peut-être aujourd'hui, avec le recul, avec le climat actuel, avec la démocratie qui règne en RDC, la liberté d'expression, le multipartisme que d'autres ont été biberonnés de ça. Vous ne comprenez pas la période, vous n'avez aucune idée du climat de l'époque. Vous ne comprenez pas la température. Il faut sonder l'époque, il faut comprendre le moment pour avoir des idées claires. Donc, moralement, on peut le critiquer, d'accord, mais historiquement, il faut rappeler une chose. Moralement, on peut le critiquer avec le paradigme du moment aujourd'hui, avec la perception que nous avons de la démocratie, avec la perception que nous avons de la dictature. On peut condamner moralement ce qui s'est passé autrefois, mais tout en tenant compte du climat, tout en tenant compte de l'histoire, tout en tenant compte qu'il y avait deux partis qui s'opposaient, deux groupes, les États-Unis et l'URSS. Nous sommes en guerre froide.
D'accord? Et donc, historiquement, il faut rappeler une chose, qu'il n'est pas les concepteurs du système sécuritaire. Étienne Tshisekedi n'est pas les concepteurs du système sécuritaire, mon ami Coco. 27, qui ne bénéficie pas du pouvoir réel à son époque, qui le rend ensuite avec ce système en question quelques années plus tard. Donc, on ne peut pas analyser sérieusement 1967 avec un regard, avec une perception de 2025 sans anachronisme. OK? Si vous analysez 1967, mon ami, là où il y a deux blocs qui se regardent, qui se font face, nous sommes dans la guerre froide où il faut stabiliser le pays. Et beaucoup de pays sont dans cet élan de la centralité, la centralisation. Donc, pas de dispersion, pas de troubles, pas de manifestations intempestives. Et donc, si vous êtes dans une vue orientée le climat de 1967, alors vous allez comprendre que pour Étienne Tshisekedi et pour son staff, ils étaient en train d'établir une bonne chose pour équilibrer et pour la sécurité du pays. Vous comprenez? Donc vous ne pouvez pas le juger avec le regard de 2025. Les facteurs techniques à comprendre. Vous avez le Kasaï, vous avez les Baluba et la méfiance de Mobutu pour les Baluba. Ça, il faut le comprendre aussi. Tshisekedi était Moulouba du Kasaï, dans un régime où Mobutu se méfie des régions politiquement autonomes. Il se méfie. Le Kasaï est marginalisé à l'époque. Je ne vous l'apprends pas, mon ami Coco. Les élites kassaïennes sont surveillées de près. Contrairement à une idée répandue, Tshisekedi n'est pas protégé par son appartenance. Il est Moulouba. Il n'est pas protégé. Il est progressivement tenu à distance du noyau dur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Mobutu se méfie des intellectuels autonomes. Étienne Tshisekedi était un intellectuel autonome, indépendant. Mobutu se méfie des intellectuels autonomes au calibre de Étienne Tshisekedi. Mobutu se méfie des juristes non militaires. Il se méfiait. Mobutu se méfie des figures kassaïennes capables de structurer une opération. Ça, je pense qu'il est bon de prendre cette température. Et puis nous avons la rupture. La rupture avec Mobutu aux accusations de collaboration. Et donc, vous avez l'opposition, guerre du Congo et les malentendus historiques entre 1980 et 2003. Chers amis, pourquoi Tshisekedi rompt avec Mobutu 1980-1982? Pourquoi? La rupture n'est ni personnelle, ni ethnique, il faut se le dire. La rupture est structurelle. Chers amis, Tshisekedi va comprendre que le MPR est devenu un système de prédation. Ça veut dire quoi? Toute réforme est bloquée. Toute perspective de changement est bloquée systématiquement. Mobutu vise la présidence à vie. Étienne Tshisekedi les comprend. L'État est vidé de toute légalité. Nous sommes en 1980, 1982. La zérianisation a déjà pris forme. Les entreprises sont déjà entre les mains de proches de Mobutu. Les entreprises sont déjà en train d'être vidées de leur substance économique. Et donc le pays est déjà confronté aux crises à l'intérieur du pays. Beaucoup commencent déjà à sortir, à fuir le Zaïre parce qu'économiquement, ça ne va plus.
Beaucoup de professeurs ne sont plus payés. Beaucoup de militaires ne sont plus payés. Dans la zaïanisation de 71, 10 ans après, a mis à genoux le Zaïre. Donc, il faut avoir cette perspective-là, ou avoir ce regard panoramique pour juger ces messieurs, pour comprendre ces orientations idéologiques. Vous comprenez que toute réforme était bloquée. Mobutu visait la présidence à vie et l'État était vide de toute légalité. Vous comprenez ça. Donc, la création de l'UDPS en 82 est un acte de rupture totale, c'est-à-dire une séparation, le non-accord. C'est tout simplement la division. Les conséquences sont immédiates. Ça veut dire que Étienne Tshisekedi, qui était aux honneurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, etc., s'opposant à Mobutu, les conséquences sont immédiates. OK? Arrestation, exil, privation, surveillance constante, et donc il est mis sous surveillance permanente. On ne persécute pas un collaborateur fidèle pendant 30 ans. Vous comprenez? Donc, les Américains ont-ils lâché Mobutu via Tshisekedi? Une question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que Tshisekedi était un instrument des Américains pour la fragilité, pour fragiliser Mobutu? Il n'existe aucune preuve, jusqu'aujourd'hui, documentaire, sérieuse, montrant que Tshisekedi serait l'homme des Américains, même si Mobutu avait reçu l'injonction de ne pas toucher à ces messieurs-là. Tout comme Kabila Joseph avait reçu l'ordre de ne pas toucher à Moïse. Il y a des gens comme ça qui symbolisent une certaine émancipation, un certain symbole dont l'Occident a besoin et que le président en place, dictateur soit-il, ne peut pas toucher. Vous comprenez? Et donc, ce qui est vrai, c'est quoi? À partir des années 90, les États-Unis considèrent Mobutu comme un fardeau. Il encourage une transition. Le dialogue avec plusieurs opposants, pas un seul opposant. Tshisekedi est un interlocuteur. Tshisekedi n'est pas un agent. Et donc, a-t-il souhaité la chute de Mobutu par l'AFDL? C'est ça la question. Est-ce que Etienne Tshisekedi a soutenu, a accompagné l'AFDL de Laurent Désiré Kabila? La réponse est oui, politiquement, puisque c'est un homme politique. Tshisekedi souhaitait la fin du régime de Mobutu. Mais cela ne signifie surtout pas, il ne faut pas confondre, une alliance militaire avec Laurent Désiré Kabila, ni avec l'Ouganda et ni avec le Rwanda. Cela ne signifie pas du tout une participation à l'AFDL. Il n'était pas un membre effectif de l'AFDL. Il souhaite politiquement le départ de Mobutu. Il le souhaite de toutes ses forces, oui, mais il n'est pas un membre de l'AFDL. Cela ne signifie pas une collaboration avec les Rwandais, il faut se le dire. Il a des contacts politiques avec Laurent Désiré Kabila, ça c'est vrai, comme toute l'opposition à l'époque. Et il n'est pas le seul. Il a évidemment des contacts parce que à travers le monde, ça bouge de partout. Vous avez même le président de l'autre côté du fleuve qui a déposé les bilans aussi, en 92, je pense. Je parle ici de Sassou Nguesso, qui avait compris qu'il y avait un vent. Ah ben écoutez, j'accepte le vent et je me retire pour un temps.
Mais Mobutu avait totalement refusé de partir, considérant que la RDC, le Zaïre, lui appartenait. Il était temps de lire les événements et de comprendre que les temps de ceux qui ont été soutenus par les Américains autrefois à cause de la guerre la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, il a fallu qu'ils comprennent que c'est fini. Donc, il faut que je m'en aille calmement. Vous comprenez? Et donc, il a des contacts politiques avec Laurent Désiré Kabila, comme toute l'opposition à l'époque. Contacts politiques, alliances stratégiques. La preuve est qu'après 1997, Tshisekedi est marginalisé par Laurent Désiré Kabila. Il n'obtient aucun pouvoir réel par Laurent Désiré Kabila. Il entre rapidement en conflit avec Kabila père. Et donc, il ne pouvait pas être en collaboration, il ne pouvait pas être en intelligence avec Laurent Désiré Kabila, par ricochet, avec le Rwanda et l'Ouganda. Vous comprenez? Alors, d'où viennent les accusations de collaboration avec les Rwandais? Ces accusations de collaboration avec les Rwandais, elles reposent sur 3 confusions que je vais éclairer ici. Tshisekedi a refusé la guerre totale lors de certaines phases. Et le refus de cette guerre, on l'accuse alors de faible ou d'un homme faible ou de faiblesse. Deuxième élément, il a soutenu des dialogues politiques à Nairobi et bien d'autres éléments. Et à cause de ce soutien du dialogue politique à Nairobi, on parle de trahison qu'il a trahi. Troisième élément, il s'est opposé à Laurent Désiré Kabila après la rupture avec les Rwandais. Et là, on l'accuse d'être ambigu. Or, Tshisekedi n'a jamais dirigé un mouvement armé. Ni colonel, ni général, ni qui que ce soit, n'a jamais signé d'accord militaire avec Kigali. Pas de traité, pas de compromission, absolument rien. Étienne Tshisekedi n'a jamais commandé des forces pro-rwandaises. Donc, d'où viennent les accusations selon laquelle qu'il était dans une compromission ou en intelligence avec les Rwandais. Et donc, les accusations sont politiques. Les accusations restent dans une dimension politique et ne sont pas du tout factuelles. Alors, parlons un peu de Kunda, Roubaix-Roi, RDC. Que faut-il retenir dans tout ça? Il n'existe aucune preuve, cher ami, aucune preuve sérieuse que Tshisekedi ait collaboré avec Azarias Roubaix-Roi. J'entends ça sur des panels. Aucune preuve écrite, aucune preuve matérialisée qui met sur le banc des accusés Étienne Tshisekedi pour avoir collaboré avec Azarias Roubaix-Roi. Il n'existe aucune preuve, cher ami, que Tshisekedi ait soutenu militairement le RCD. Il n'avait pas l'armée. Participer à la deuxième guerre du Congo, il n'y a aucune preuve. Donc, le rôle de Étienne Tshisekedi, son rôle est politique, parfois ambigu, certainement, souvent légaliste, mais jamais militaire. Il faut être clair avec ça, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Tshisekedi, il n'est ni un héros pur, ni un traître. Il est un juriste civil dans un État militarisé. Il participe à l'État post-colonial, puis va rompre quand il comprend l'impasse avec son président, Mobutu. Il passe plus de temps persécuté que protégé. Si quelqu'un est en collaboration,
S'il est en intelligence, comment vous allez le persécuter? Il n'a jamais été un homme fort, sécuritaire, il faut le dire, dont l'accuser faussement d'avoir toujours collaboré avec les Rwandais, c'est historiquement faux, non établi. Les réduire à 1966, sans parler des 40 ans d'opposition, est intellectuellement malhonnête vis-à-vis de ceux qui l'accusent. Chers amis, poussons un peu plus loin la logique. Je ne sais pas si vous connaissez l'ASD. L'ASD, c'est une plateforme. Et d'ailleurs, on pose la question, pourquoi l'ASD est créé? Nous commençons d'abord par dire le refus d'un accord partiel dans une guerre totale. 2002. En 2002, chers amis, la République démocratique du Congo n'est pas un État souverain stabilisé. C'est un pays militairement fragmenté, occupé indirectement et sous forte pression, et ça il ne faut jamais l'oublier, une forte pression internationale pour sortir de la guerre. N'oubliez pas ça. Et donc, le dialogue intercongolais est lancé comme seul cadre reconnu par la communauté internationale pour mettre fin à la guerre, en d'autres termes, mettre fin au conflit. Et puis, nous avons le problème de Sun City 1. Le Sun City 1, c'est un problème. C'est là où Étienne Tshisekedi va sortir encore comme un traître selon le regard et la perception de beaucoup des opposants et qui, émotionnellement, s'engagent avec force de dénoncer Étienne Tshisekedi comme étant un traître. Donc, à Sun City 1, un accord est signé. Pour vous qui connaissez l'histoire, vous avez cet élément. Un accord est signé entre le pouvoir en place, donc Joseph Kabila, une partie de l'opposition armée, vous avez Jean-Pierre Mbemba, et la société civile. Donc, Sun City 1, l'accord a été signé. Mais il y a un problème. Mais cet accord va échouer sur un point fondamental. Le RCD des Roubaix-Rois, soutenu par les Rwandais forcément, est représentant une force armée non négligeable à l'Est et il refuse de signer l'accord. Il représente une force armée non négligeable, une force soutenue par les Rwandais. Et donc, cet homme des Roubaix-Rois refuse de signer l'accord. Nous sommes au Sun City 1. Donc, cela signifie une chose très simple. La guerre ne peut pas s'arrêter. On va continuer à se battre. On va continuer à compter le nombre de morts, etc., etc. Et donc, c'est une crainte centrale d'Étienne Tshisekedi. Il a peur parce qu'il a peur d'une dislocation, il a peur de la partition du Zaïre. Étienne Tshisekedi fait alors un diagnostic politique précis. Un accord partiel légitime un nouveau pouvoir. La légitimité revient évidemment à Joseph Kabila et aussi à, il s'appelle Jean-Pierre Mbemba. Vous comprenez? Nous ne parlons pas des sécessionnistes, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mon ami. Nous parlons de la mort de Patrice Lumumba. Est-ce que Étienne Tshisekedi fut parmi les auteurs, parmi ceux qui ont préparé la chute, son arrestation et puis son exécution? Nous avons démontré ici que non. Parce que Mobutu était chef de l'armée, pendant que Kasavubu était le président. Et vous avez compris par mon live d'hier ou d'avant-hier que la mort de
Patrice Lumumba a été arrêté les jours où il a pris la parole après le roi Baudouin pour mettre en public tout ce que la RDC avait subi et non ce que le roi avait déclaré, un accompagnement, une mission civilisatrice, etc. Lumumba avait totalement détruit, évidemment, ces canaux exprimés par le roi. Ça, c'est un. Il avait signé son arrêt des morts à ce niveau-là. Deuxième élément, c'est des projets de se grouper, donc de rassembler avec un Nkrumah l'idée d'une Afrique fédérale. Et donc ça a été évidemment un élément qui n'a pas été supporté par la communauté internationale. Vous comprenez? Et donc la mort de Patrice Lumumba, Étienne Tshisekedi est totalement innocent, nous l'avons démontré, qu'il n'avait pas de fonction publique, il n'était pas ministre, il était juste un administrateur. Il n'était pas du tout, comment est-ce que je peux dire ça, un ministre de Mobutu. D'accord? Mobutu a exécuté les ordres de Belges, Mobutu a exécuté les ordres des Américains. Donc Étienne Tshisekedi n'a rien à faire dans cette histoire. Soyons sérieux intellectuellement, soyons rigoureux. D'accord? C'est ça qui est. Les amis, pour Étienne Tshisekedi, Sen Suu I avait créé une paix de façade, mais pas une paix réelle, donc une crainte. Alors, faisant ces constats, il va créer ce qu'on appelle une plateforme ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'est dans ces contextes que Tshisekedi, Étienne, va structurer, va mettre en place ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Donc, l'ASD n'est ni un parti politique, ni une alliance militaire, ni une plateforme pro-rebelle. Il faut fouiller, cher ami. ASD, c'est une coalition politique civile dont l'objectif est clair. Empêcher la clôture prématurée du dialogue. Parce que le dialogue a échoué. Un camp s'est campé. Les camps soutenus par les Rwandais. Les camps qui occupaient une grande partie de la République démocratique du Congo, bien armés, ces camps-là a résisté à Sen Suu I. Et donc, Étienne Tshisekedi craint une fracture générale, il craint une décomposition, il craint que la RDC d'aujourd'hui, donc autrefois les Congo, puisse se briser. Et donc, chers amis, c'est une coalition politique civile dont l'objectif est clair. Vous avez compris, empêcher la clôture prématurée du dialogue, forcer une solution globale incluant tous les belligérants qui se sont sentis exclus pour empêcher la troisième guerre, éviter une reprise généralisée des combats. Voici pourquoi ASD va naître, va voir le jour. Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Et donc, sans l'ASD, Sen Suu I aurait été présenté comme un accord final, alors que la guerre continuait. Vous comprenez? Est-ce que c'est une erreur stratégique de sa part ou alors une fatalité internationale? Est-ce que la création de l'ASD fut une erreur? Ou alors c'était une fatalité internationale? Le choix de l'inclusivité, d'inclure tout le monde, face aux limites de la souveraineté, nous sommes entre 2002 et 2003. Sur le plan théorique, la position de l'ASD est cohérente et compréhensible.
un conflit armé ne s'éteint pas par l'exclusion d'autres acteurs. Un accord sans les forces armées actives est instable par nature. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas voir le jour. Mais cette logique va se heurter à une réalité géopolitique brutale. Peut-être que Étienne Tshisekedi n'avait pas cette vue. Les contraintes réelles du moment, c'était quoi les contraintes réelles du moment? C'est bien d'avoir mis en place cette plateforme, l'ASD, pour que les gens puissent se parler, pour ne pas qu'il y ait un nouveau conflit, pour ne pas qu'il y ait dislocation de la République. Les gens n'ont pas été d'accord avec Sun City 1. Il a fallu le regrouper des nouveaux. Voilà pourquoi l'ASD va voir les jours. Maintenant, en face de l'ASD, il y a les contraintes réelles du moment. En 2002, la RDC ne décide pas seule. Ça, c'est aussi une vérité. Les accords sont encadrés, les accords sont validés par l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne. Certains commentaires ou certains analystes, quand ils parlent de la RDC, des conflits de la RDC, de la République démocratique du Congo, ils omettent, ils font semblant de ne pas citer l'ONU, ils ne parlent pas de l'intervention des États-Unis ni de l'Union européenne dans les accords. Aucune victoire militaire congolaise totale ne pouvait être soutenue par la diplomatie occidentale. Les sanctions contre le Rwanda étaient symboliques. Nous sommes dans les contraintes réelles du moment, d'où il faut parler de l'histoire et du contexte de l'histoire. Si vous enlevez les contextes, alors vous biaisez la compréhension des événements. Nous sommes dans quel contexte? Même sans l'ASD, il faut le dire, la pression internationale allait vers un accord inclusif. L'ASD ou sans l'ASD, il a fallu, c'était ça le but poursuivi de Banyamulenge, si vous voulez, pour le nommer, du Rwanda, il a fallu mettre en place un accord inclusif. Où se situe la fragilité stratégique dans tout ça? Elle n'est pas dans le dialogue lui-même, mais dans l'absence des verrous sécuritaires. Ça veut dire quoi? Aucune force internationale robuste pour contrôler l'Est. Aucune force n'était présente pour contrôler l'Est, puisque l'Est était dans l'insécurité totale. L'armée zaïroise ne pouvait pas contrôler l'Est. Aucune désintégration réelle des chaînes de commandement rebelles. On ne les a pas désintégrés. Ils n'ont pas été décomposés. Une confiance excessive dans le brassage et le mixage. Les gens ont fait confiance que la guerre allait s'arrêter. Étienne Tshisekedi a eu la confiance, Mbemba, confiance, Kabila, confiance qu'au final, pour que la guerre s'arrête, on va passer par là, puisque la communauté internationale, puisque les États-Unis, l'Union européenne, la SADC, puisqu'ils nous soutiennent et ils nous accompagnent, cet accord est sous la table et vous avez beaucoup d'acteurs qui entourent, qui accompagnent. Et donc, faisons confiance parce que la communauté internationale nous accompagne. Est-ce que vous comprenez ici le climat historique du moment? Et donc, ce n'est pas une trahison. C'est une erreur d'anticipation. Ça veut dire la naïveté de tout le monde. La naïveté d'Étienne Tshisekedi. La naïveté de Jean-Pierre Mbemba. La naïveté même de la société civile
qui tous ont accepté le brassage et le mixage. En se disant, nous sommes accompagnés, nous sommes sécurisés par les Américains et l'Union européenne, mais ne sachant pas que derrière, il y avait un agenda caché que poursuivaient les Rwandais. Chers amis, comment l'ASD devient un procès contre l'UDPS? Avec les reculs, une lecture simplifiée s'impose ici. Vous avez l'ASD qui ramène Sun City 2 à table. On va intégrer le RCD par rapport à l'appui de ASD qui favorise la deuxième rencontre plutôt. Cette deuxième rencontre va accoucher l'intégration et puis les Rwandais vont gagner. Donc, on va comprendre ici que cette chaîne permet une acquisition commode. L'ASD encourage deuxième dialogue, tout le monde est d'accord, RCD est intégré, RCD, alors les Rwandais gagnent. Vous comprenez? Et donc, vous comprenez qu'elle personnalise une faute collective. On va attribuer la faute de l'intégration, du brassage, du mixage, de cet accord de Sun City 2, on va le déposer évidemment sur un homme. Au lieu de l'attribuer, d'accord, sur tous les intervenants, ça veut dire l'Union européenne, les États-Unis, Jean-Pierre Mbemba et les partis civils, Kabila, etc. Alors, cher mon ami Tina, si vous avez été créé dans une disposition déséquilibrée, ce n'est pas de ma faute, je ne pourrai pas vous aider sur ces panels. Alors, si vous continuez à vouloir à exprimer votre nature, que seul vous connaissez, je serai dans l'obligation et dans le regret de vous déconnecter de mon live. Donc, si vous voulez me suivre, vous me suivez. C'est une bonne indication. Ce sont ça des valeurs que nous cherchons. Si vous êtes là pour exprimer votre éducation, je serai contraint de vous déconnecter. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais ne venez pas avec des insultes. Là, vous exprimez qui vous êtes. Donc, cessez de faire ça. Alors, donc, nous comprenons quoi? Cette chaîne, la chaîne, alors, vous avez mis en lumière votre éducation qui n'est pas du tout vraiment correcte. Je vous plains, cher ami. En plus, vous êtes une femme. Donc, je suis obligé de vous bloquer pour vous éduquer. Donc, je dois vous bloquer. Voilà, pour 5 minutes, vous êtes bloqué parce que je ne vois pas ce que je dis qui peut vous désorienter. Si vous n'êtes pas d'accord, faites votre demande, venez me contredire. Mais l'insulte, c'est un langage de faible, mon ami femme. Donc la chaîne ASD, Sun City 2, RCD intégré, Rwanda qui gagne. Donc cette chaîne permet une acquisition commode. Elle personnalise une faute collective. On le dépose sur les épaules d'un seul homme. Elle évite de nommer les responsables internationaux. Nous parlons de l'Amérique, des États-Unis et de l'Union européenne. Ici, elle transforme un choix contraint en intention malveillant. Vous avez 3 glissements majeurs dans cette façon de voir. Vous comprenez que ici, 3 glissements majeurs. 1, l'effacement du contexte. Les gens ne veulent pas parler du contexte. On oublie que l'ASD agit dans un cadre imposé. D'accord? La RDC ne dispose pas d'une liberté stratégique totale. La RDC est dans une faiblesse chronique.
au niveau de Sun City 2. Vous avez des armées qui sont devant la porte et la RDC ne peut pas se défendre. Et puis, en deuxième position, vous avez la confusion entre le dialogue et la complicité. Bien dissocié quand je dialogue et à quel moment je deviens complice. Dialoguer avec un ennemi armé est assimilé à les soutenir. C'est ça qui est quand même assez malheureux, fait de compréhension erronée. Troisième élément, le déplacement des responsabilités. On va accuser Tshisekedi gratuitement. Et donc, l'accuser permet de faire quoi? De ne pas questionner l'échec structurel de l'État. Parce que c'est un casse-tête, c'est systémique. Ça demande vraiment d'entrer en profondeur pour comprendre les cadres systémiques, les dysfonctionnements qui ont favorisé ici le Sun City 2. Et donc, puisqu'on n'en a pas la force, on n'en a pas du tout, on va dire, la volonté, peut-être la volonté, la force, alors on va calquer directement sur un individu. Et donc, accuser Tshisekedi permet d'éviter de critiquer la communauté internationale parce qu'on veut reposer cette dimension des fautes sur un homme qu'on n'aime pas et délégitimer l'héritage de l'UDPS. Vous avez compris tout à l'heure, je disais, une chose claire, historique, dont vous pouvez aussi tendre vers, plutôt vous diriger comme moi pour vous ressourcer et comprendre qu'effectivement, Étienne Tshisekedi n'a pas contribué à l'arrestation de Patrice Lumumba parce qu'il n'avait aucune fonction étatique. Et d'ailleurs, Mobutu était général de l'armée et Étienne Tshisekedi n'était pas son subalterne, il n'était pas officier supérieur, il n'était pas dans l'armée, il n'avait aucune fonction pouvant le permettre de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'arrestation de Patrice Lumumba. Vous comprenez? Et donc, enlevons cet aspect, enlevons cette dimension du mensonge attribué à un homme innocent. Chers amis, l'ASD n'est pas né d'une alliance avec les Rwandais, il faut qu'on se le dise, mais de la peur d'un accord de paix factice. Le choix de Tshisekedi n'a pas créé la guerre, n'a pas garanti la paix non plus. Le choix de Étienne Tshisekedi s'inscrit dans une contrainte internationale force, sachant lire les temps, sachant lire les contextes. Ne lisons pas 1966 avec des jumelles de 2025. Vous n'allez rien comprendre. Ne comprenez pas non plus 97, 98, 2001 avec le regard que vous avez aujourd'hui. Vous n'allez rien comprendre. Il faut rentrer dans l'histoire. Et donc, on peut le critiquer stratégiquement, certainement. On ne peut pas honnêtement les qualifier de trahison. Et donc, l'ASD est né du refus d'un accord partiel qui laissait la guerre intacte. Refusant la guerre, il a mis en place, il a créé l'ASD pour ramener les gens sur la table, dialoguer, pour ne pas tendre vers la guerre. Son erreur n'a pas été de dialoguer, mais de croire que l'inclusivité politique suffisait sans garantie sécuritaire. Vous comprenez? Transformer ces choix en preuve de collaboration avec les Rwandais est une lecture politique, purement politique, et n'est pas une vérité historique. Donc, pas de mensonges, pas de détournement de vérité, parce que nous n'aimons pas un individu, parce que nous ne pouvons pas continuer à entendre des mensonges et nous taire. Alors, pourquoi est-ce que la crise congolaise
est structurellement différente, avec d'autres crises. Le problème central n'est pas la guerre, c'est plutôt la citoyenneté politisée et militarisée. Je m'explique. En RDC, la guerre ne voit pas le jour seulement d'une rébellion classique. En RDC, la guerre ne voit pas le jour seulement d'une opposition politique interne. Est-ce que nous comprenons? Ne se matérialise pas à cause d'un conflit idéologique. En RDC, ça ne se passe pas comme ça. Mais elle s'enracine dans un flou identitaire hérité de la colonisation belge, puis instrumentalisé politiquement, puis militarisé régionalement. Il faut les comprendre sous cette dimension-là. C'est là que la comparaison avec d'autres pays atteint ses limites parce que beaucoup font appel et beaucoup comparent la RDC avec Burkina Faso. Beaucoup font appel et comparent le Mali à la RDC, comparent même la sortie des crises de l'Afrique du Sud. Beaucoup parlent de Burkina Faso, etc. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc, comprenons ceci. Les rôles déterminants de la colonisation belge, il faut les comprendre par là. Sous la colonisation belge, des populations rwandophones qu'on ne trouve pas au Mali, on ne le trouve pas au Burkina Faso, on ne le trouve pas en Afrique du Sud. Ne comparons pas les comparables. Nous disons le Banyarwanda, les Banyamulenge, etc., ont été déplacés, installés, utilisés comme main-d'œuvre, sans statut juridique clair et stable. Et cet élément ici, cette partition, vous ne le trouverez pas dans d'autres pays en conflit. Donc, la Belgique ne fixe pas définitivement qui est citoyen, qui est autochtone, qui est étranger, qui relève de quel territoire politique. Donc, c'est une bombe à retardement juridique. Cette bombe, vous ne le trouvez pas dans d'autres pays. Dans aucun pays. Donc, cessez de comparer la RDC, les conflits qui sévissent en RDC, avec d'autres foyers de conflits où ce sont des autochtones entre eux qui se battent. Entre eux. L'Angola, ils se sont battus entre eux. Le Rwanda, ils se sont battus entre eux. Au Burkina Faso, entre eux. Vous partez à Côte d'Ivoire, entre eux. Ce sont des frères. Est-ce que nous comprenons cet élément? Allons un peu plus loin. La nationalité accordée, puis une nationalité retirée. Sous Mobutu, dans les années 1970, la nationalité zaïroise est accordée à ces populations issues du Rwanda, déportées par le colon. Vous avez compris, déposées sans identité, sans qu'on sache qui sont-ils. Dans une logique d'unité nationale, Mobutu va leur attribuer, leur accorder la nationalité, mais aussi avec des calculs politiques que nous connaissons fort bien. À ces moments-là, le Rwanda n'est pas un acteur militaire agressif. Pendant que la nationalité est attribuée à ses frères Tutsi et Hutu, le Rwanda n'est pas un acteur agressif. Le Rwanda est un tout petit pays pauvre, comme Laurent Désiré Kabila l'a dit dans une conférence. Mais qu'est-ce que nous irons chercher là-bas? Qu'est-ce que nous irons chercher là-bas? Vous comprenez? La question identitaire reste politique. Cette question identitaire n'est pas une question armée, ça reste politique. Donc, à la fin des années 80, début 90, sous pression politique interne, à cause des conflits fonciers et du rôle également de quelques intellectuels hutus radicaux qui ont écrit à l'ONU
pour demander qu'on leur attribue de terres qui deviennent un pays, qu'on leur donne Massissi, qu'on leur donne Goma, qu'on leur donne Bunagana, qu'on leur donne Walikale. Puisqu'ils ont déclaré, avec un courrier à l'ONU, ils ont cherché le soutien de l'ONU pour faire de là où les colons belges les avaient déposés, faire de ces lieux-là un pays. Donc ça devient une forme de tampon entre le Zaïre et le Rwanda. Et ces projets, cette lettre a été soutenue par Abiyarimana. Je ne parle pas des Tutsis, je parle bien des Hutus. 5 intellectuels Hutus. Et une copie a été envoyée à Kinshasa. Et ça a précipité leur mort. Ça a précipité la déchéance. Parce que Mobutu ne pouvait absolument pas supporter cet affront. Et donc, il les a déchus sans plus tarder. Et ils espéraient peut-être autre chose, un soutien de la communauté internationale. Et ils ont déclaré qu'ils étaient les vrais autochtones de Massissi, de Bunagana, voilà, du nord, du sud. Donc, ce retrait immédiat, Mobutu va retirer la nationalité à certaines communautés, ce retrait va fracturer définitivement la citoyenneté. Ça va créer des populations dénationalisées, donc dénationalisées pour la compréhension, va ouvrir la voie à la protection extérieure. Vous comprenez un peu la dimension? C'est là que le Rwanda trouve un levier structurel. Donc, contrairement aux autres guerres africaines comparées, parce que certains aiment beaucoup faire ça, le Rwanda a une doctrine de protection transfrontalière. Utilise la question identitaire comme justification sécuritaire. Le Rwanda se pose en protecteur de populations rwandophones, avec objectif derrière des pillages, je ne veux pas vous l'apprendre. Donc ce n'est pas une rébellion interne classique qu'on trouve en Angola, qu'on a trouvé autrefois. Ce n'est pas une rébellion classique interne que vous pouvez trouver en Ouganda, avec les ADF autrefois, des Ougandais. Ce n'est pas une rébellion interne classique que vous trouverez aussi au niveau du Soudan, autrefois au niveau de l'Afrique du Sud. Ce n'est pas la même configuration, faisons attention. Ce n'est pas la même chose. C'est plutôt une projection de puissance régionale appuyée sur l'identité. Vous comprenez? Donc, aucun des autres cas ou de pays africains n'avait un voisin capable de faire cela de manière aussi structurée. Nous sommes aujourd'hui près des 30 ans. Chers amis, avec la Constitution de 2006, la nationalité congolaise est clarifiée, d'accord, en disant qu'ils ont obtenu la nationalité par les armes et non par la loi. La nationalité par les armes et non par la loi. Et donc, par les armes, on va clarifier la nationalité. Les populations déchues vont récupérer juridiquement leur citoyenneté, mais le mal est déjà fait. Vous récupérez votre nationalité, mais le mal est déjà profond. Des loyautés parallèles existent déjà. Des réseaux armés sont déjà installés. L'identité est devenue un outil de guerre. Ce n'est pas la même chose avec les autres. Donc, la citoyenneté juridique n'a pas suffi à effacer 20 ans de conflits, d'instrumentalisation, de méfiance mutuelle. Vous comprenez l'identité de ceux qui se battent à l'Est? Ils ne se battent pas comme des Congolais avec un état d'esprit congolais. Ils se battent comme étant
de personnes considérées comme des étrangers, qui se sont emparés des armes et ont forcé l'attribution de leur nationalité par les armes. Ils le savent que en 2006, la nationalité leur a été attribuée par les armes et non par la loi. Voilà le conflit jusqu'à aujourd'hui. Parce que le Congolais autochtone, le véritable Congolais, n'ont pas oublié qu'une certaine couche, c'est disant des Congolais autochtones, mais nous savons d'où sont-ils venus. Nous savons qu'ils sont venus entre 1915 ou 1920 à 1955. Nous savons qu'ils sont arrivés par la révolution des Hutus. Nous savons que d'autres sont arrivés, etc. Vous comprenez? Et donc, c'est une mémoire vive, une mémoire qui n'est pas fractionnée, une mémoire caractérisée, intacte, qui sait que ceux qui ont pris les armes, ce sont ceux que les Belges ont déportés autrefois. Ça, c'est l'histoire. Et surtout, ceux de la révolution des Hutus. Surtout. Donc, pourquoi est-ce que la comparaison avec d'autres pays est limitée? Vous avez compris qu'il y a une raison. La RDC ne peut être comparée que partiellement aux autres sorties de guerre. Partiellement, la différence clé est qu'ailleurs, de guerre idéologique ou politique interne, en RDC, de guerre identitaire, transfrontalière, instrumentalisée par un État voisin. Donc, c'est ce qui rend le dialogue plus fragile, l'inclusion plus risquée, parce que l'inclusion s'est faite à Sun City 2. C'était quoi les conséquences? C'était quoi qu'est-ce que ça a produit? L'inclusion, ça a produit C1DP, l'inclusion, ça a produit 1,23, 1, l'inclusion, ça a produit 1,23, 2. C'est ça l'inclusion. Et l'inclusion politique de 2006 dans 2003, ça a produit de députés et de ministres qui ont occupé des postes stratégiques en RDC. Nous parlons de Roubaix-Roy et de ses camarades. Et cette inclusion a fait que eux tous qui ont eu à intégrer la politique avec des casquettes de ministres et politiques sénateurs, la plupart aujourd'hui sont au Rwanda et sont sortis. Et ils réclament encore l'accord de CNDP. Et donc, sont-ils congolais ou ne sont-ils pas congolais? Donc, vous comprenez que ce n'est pas aussi facile. Donc, c'est ce qui rend le dialogue plus fragile, l'inclusion risquée, nous l'avons déjà expérimenté, et le brassage militaire beaucoup plus dangereux, nous l'avons vécu. Chers amis, ce que cela change dans le jugement sur le plateforme de Étienne Tshisekedi, ça change quoi? Parce que c'est lui qui est à l'honneur aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Alors, qu'est-ce que ça change? Cela change une chose fondamentale. L'ASD a tenté de résoudre politiquement une crise qui n'était déjà plus seulement politique. Tshisekedi raisonne en juriste, puisque c'est un juriste. Il va raisonner en citoyenneté. Il raisonne en constitution. Tshisekedi, il raisonnait en égalité devant la loi. Le Rwanda raisonnait en stratège sécuritaire. Vous avez deux idéologies, deux perceptions, deux projections. Les Rwandais raisonnent en zone d'influence. Les Rwandais raisonnaient en population relais,
sachant que j'ai une population à l'intérieur qui seront mes yeux, mes oreilles, mes mains, bras armés, le Rwanda raisonnait en profondeur stratégique pendant que Tshisekedi raisonnait en citoyenneté, en constitution, en égalité devant la loi. Vous voyez que c'est deux trajectoires-là, deux visions distinctes. Donc, Tshisekedi n'a pas trahi. Donc, la conclusion est quoi? La RDC est un cas à part. Les amis, dans nos analyses, sachant être sévères avec nous-mêmes. C'est un cas à part. La question identitaire est centrale à l'Est. Les voisins rwandais ont exploité un vide juridique créé par la colonisation et aggravé par Mobutu. Soyons sévères avec nous, envers nous-mêmes. Donc, on ne peut pas copier-coller les modèles d'autres pays. On ne peut pas juger l'ASD uniquement avec des grilles classiques. On ne peut pas réduire la crise congolaise à une simple erreur de dialogue. Pourquoi? La RDC est un cas hybride de crise post-coloniale, crise identitaire, nous avons expliqué, des crises régionales avec des pays voisins qui en veulent à nos terres, et de crises de souveraineté. Chers amis, je pense qu'on a fait vraiment le tour concernant Étienne Tshisekedi. Maintenant, apaisons-nous juste un peu pour la sortie chez Félix Tshisekedi. Juste un petit peu. Et puis nous allons peut-être permettre aux personnes de s'exprimer ou alors nous dire au revoir et bye bye. Chers amis, en 2019, Félix Tshisekedi, vous avez compris l'historique brossé, n'arrive pas à la tête d'un État neuf. Félix Tshisekedi hérite d'un système déjà piégé par 4 couches. C'est quoi les 4 couches? Une sortie de guerre incomplète, 2002-2006. Dialogue intercongolais, brassage, mixage, intégration successive. Voici ce que ce monsieur hérite. Résultat, l'État récupère une façade d'unité, mais laisse survivre. On laisse survivre quoi? Entre 2002 et 2006, deux chaînes de commandement parallèles. Grand traître de la nation. C'est ce que je viens de lire. Les amis, des réseaux d'influence transfrontaliers, des milices recyclables. 2, ils trouvent une crise des citoyennetés instrumentalisées par nos voisins, de flou colonial, plus nationalité accordée et retirée sous Mobutu. 2006, on va clarifier juridiquement, mais la guerre a déjà militarisé l'identité de Banyamulenge. Donc, citoyenneté réparée sur papier, mais une identité de méfiance sur le terrain. Les gens sont déjà instrumentalisés. Ils ont érigé une identité d'appartenance au Rwanda. Ils le vivent perfusés par les Rwandais. Ils veulent absolument une séparation. Ils veulent, comme l'avait demandé le 5 intellectuel Hutu en 81, la récupération de tous les Kivu Nord, Kivu Sud. Et Mobutu les avait déchus immédiatement, sans concession. Les amis, il hérite d'un appareil sécuritaire infiltré et fragmenté. Problèmes structurels, armés non unifiés, des loyautés locales, des corruptions, des chaînes opaques. Cela limite les capacités présidentielles, même avec la volonté du monde. 4e élément, une contrainte
internationale permanente dont la plupart des chroniqueurs, la plupart d'analystes, la plupart de nos journalistes n'aiment pas parler. Vous avez la MONUSCO, vous avez des bailleurs, vous avez des cadres DDR, démobilisation, désarmement et réintégration. Ça nous a suivis depuis longtemps, de pression diplomatique. C'est ce que Félix hérite. Donc, le Congo n'a pas la main libre. On lui demande souvent stabilité avant la souveraineté. Ici, Félix hérite d'une guerre désactivée mais pas terminée. Comprenons ça très sérieusement. Il hérite d'une guerre désactivée, une guerre dormante. Maintenant, ce qui compte, ce n'est pas seulement l'héritage, c'est la ligne stratégique. Vous avez la coalition FCC-Cash, pouvoir contrainte au départ, pendant une large partie du début de ces mandats. L'appareil gouvernemental et parlementaire est dominé par l'ancien bloc. Je le dis et souvent répété sur ces panels. Pendant une large partie du début du mandat de Félix Tshisekedi, mon ami Gucci, l'appareil gouvernemental, ça veut dire quoi? Vous avez le gouvernement, vous avez le Sénat, vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez la CENI, vous avez tous les gouverneurs. Tous sont FCC. Est-ce que vous le savez sans moi? Dire ça, ce n'est pas être de l'idépaisse. Dire ça, c'est clarifier ce dont la plupart jettent comme, je dirais, ombre d'insalubrité. Un manteau sale, une casquette mouillée du pétrole, prêt à être enflammé sur une personne. Si vous ne comprenez pas le cadre panoramique de ce pouvoir hérité, ramassé par Félix Tshisekedi, vous allez le déposer tout le péché du monde. Parce que vous allez manquer de perspective au niveau de la recherche. Vous allez manquer de la discipline intellectuelle. Parce que c'est facile d'insulter ou c'est facile de détruire, mais construire, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça demande une certaine compétence. Vous pouvez donner un tracteur à n'importe qui, même à un enfant de 12 ans, vous l'expliquez, touchez là, et puis bon, le tracteur va tout détruire. Une maison qui a mis 20 ans pour être construite, 5 ans. Vous comprenez? Et donc, c'est ça la discipline en fait. Quand vous vous fixez une discipline de vérité, de recherche, alors là, vous êtes crédible. Vous serez aussi crédible en insultant, rassurez-vous. Vous aurez beaucoup de gens qui vont vous suivre. Ça, ne vous en faites pas. Parce que c'est facile. Ça ne pousse pas la réflexion. Les amis, vous avez compris que cet appareil gouvernemental, parlementaire, dominé par l'ancien bloc, de marge réduite sur la sécurité et les nominations, il ne peut pas nommer. Il ne peut pas réformer parce que tout est bloqué directement au niveau du Parlement. J'ai déjà dit sur ces panels. Comprenez que entre le moment où Félix Tshisekedi prend le pouvoir jusqu'à ce qu'il brise l'alliance FCC-Cash, Félix a commencé à changer les choses, à créer et à innover seulement avec le gouvernement FCC, plutôt gouvernement Union Sacrée. C'est ça. Si vous ne voulez pas être discipliné, si vous ne voulez pas comprendre cet aspect, ces pans d'histoire, alors c'est que vous êtes complice pour, quelque part, instrumentaliser nos jeunes, mentir nos jeunes, détruire l'histoire. Soyons honnêtes,
Vous direz, mais personne ne lui avait demandé de faire la coalition. Avant de devenir président, il devait être informé de la chaîne de commandement. Il devait savoir combien d'infiltrés il y avait dans la logistique. Il devait savoir qui était qui. Il devait connaître tout. Parce que quand on devient président, on a la connaissance structurelle de l'État, de l'armée, de l'économie, de la justice, du social. Vous me direz tout ça, n'est-ce pas? Vous me direz tout ça. Parce que vous avez entendu ça quelque part, dans un panel. On vous a dit, il devait avoir un projet. On vous a dit, il devait connaître tout ça, les infiltrés, etc. Alors, sachez qu'on vous a menti, les amis. Et donc, cela explique le manque de ce contrôle. Le manque de ce contrôle. Ça explique pourquoi certaines décisions sécuritaires paraissaient trop lentes. Vous avez d'abord la réconsolidation interne du pouvoir. Ça, c'était la priorité. Félix cherchait d'abord à récupérer une capacité d'action institutionnelle qu'il n'avait pas et réorganiser l'état-major et l'appareil sécuritaire. Il n'avait pas du tout la même mise sur ces deux dimensions. La sécurité, la police, l'armée, les services de renseignement. Félix était aveuglé. Est-ce que dire ça, c'est être un kabyliste ou être quelqu'un de l'UDPS? Est-ce que dire que Léopold II a coupé les mains des Congolais, c'est mentir? Non. Dire que c'est l'Angola et les Américains qui ont favorisé l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, ce n'est pas la décision de Kabila. C'est l'Angola qui a dit oui. Les États-Unis ont dit oui. Le Rwanda voulait que ça soit, ce monsieur ici, il voulait que ça soit, il s'appelle comment encore ce monsieur, l'ancien président du Parlement là. Il voulait que ça soit celui qui a détourné l'ancien directeur du cabinet. Il s'appelle comment ce monsieur? Il voulait que ça soit caméré. Les Rwandais voulaient que ça soit caméré. Les Américains ont dit niet. L'Angola a dit niet. Certains voulaient que ça soit Katumbi. Les Américains ont dit niet. L'Angola a dit niet. Et là, il fallait trouver quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis que tant qu'on n'aura pas trouvé quelqu'un, je fais une parenthèse, tant que les Américains n'auront pas décelé, identifié qui va remplacer Kagame, Kagame va rester là. Parce que pour le moment, c'est lui qui est le chef de l'armée et celui qui coordonne les décisions, la chaîne de commandement, c'est lui qui supervise, c'est lui qui est le cerveau moteur. Tant qu'on n'aura pas trouvé la personne qui va remplacer Kagame, un opposant, je ne sais pas, quelqu'un qui sortira, je ne sais pas de quel trou, si on n'a pas identifié cette personne, Kagame va rester là parce qu'il y a des intérêts ailleurs. Mais il faut qu'il parte. On revient. Donc, la priorité, c'est de réconsolider en interne le pouvoir. Vous avez compris qu'il tendait vers la récupération des capacités d'action institutionnelle qu'il n'avait pas, parce qu'il n'avait pas les institutions entre ses mains, il n'avait même pas le gouvernement. Il devait réorganiser l'état-major et l'appareil sécuritaire et sortir d'un pouvoir sous tutelle interne. C'était ça son objectif. Et d'ailleurs, vous, les Congolais, vous lui disiez que coupe les liens. Des journalistes comme Bossembe, je pense, des journalistes comme celui qui est en Belgique ici, Fabrique, quelque chose comme ça, et bien d'autres faisaient des émissions à grande échelle, supplier le président de couper les liens, de sortir de cette prison FCC cache, d'imposer le rythme, et même la plupart craignaient sa mort. Quand vous avez le président du Sénat qui manque du respect publiquement à un président en place,
Vous pensez que ce président du Sénat, c'est quelqu'un qui rigole. Quand vous avez une femme, Mabunda, qui manque du respect à un président dans une chaîne de télé, vous pensez que cette femme, elle bavarde. Quand vous avez des ministres qui refusent de signer ici des ordonnances, qui refusent, quand vous avez le Parlement qui s'assit sur les réformes qu'on leur donne pour accompagner, vous pensez que ce président était dans la sécurité? Il était dans l'insécurité totale. Et certaines personnes disent qu'il a libéré Biamour, etc. Mais les amis, sondez l'histoire. Sondons l'histoire. Sur le plan régional et international, il a tenté de faire quoi? Une relance diplomatique. Une recherche des soutiens. L'Union européenne, l'ONU, des partenaires occidentaux. Il a tenté par plusieurs voyages que d'autres ont qualifiés de l'oiseau volant. L'oiseau volant. Une pression politique contre le Rwanda. Il a cherché par tous les moyens, via des documentations, plaidoyers, démarches, etc. C'est une stratégie internationale, d'accord, pour légitimer la RDC. Cher ami Victoire, si mes propos qui semblent vous déconvenir, si cela ne vous satisfait pas, je ne peux rien faire parce que vous pouvez, de votre côté, comme moi, tenter de faire l'expertise et chercher comme moi. Je fais. Je vous en conjure. Ce n'est pas parce que vous êtes contre un parti politique que cela doit vous prouver, doit vous empêcher de réfléchir. D'accord? Ne vous empêchez pas de réfléchir parce que vous êtes contre un parti politique. C'est ce que le Rwanda a toujours fait. Le Rwanda a toujours étudié les Congolais. Tous les responsables politiques congolais sont connus. Leurs femmes, combien d'enfants, leurs études, leurs carences intellectuelles, carences sociales. Il y a ce qu'on appelle un dispositif intelligent qui se trouve au Rwanda. Son but est d'étudier la société congolaise. Vous comprenez? Son but est de nous étudier. Alors, nous aussi prenons soin d'étudier aussi les Rwandais. Pourquoi nous ne les faisons pas? Étudions pour savoir les carences, les points forts, les points faibles. Et c'est comme ça qu'on peut aussi étudier son adversaire politique. Étudions les carences de l'UDPS. Prenez soin d'étudier. Ne tendez pas seulement vos oreilles pour prendre toutes les poubelles qu'on entend sur Facebook, sur TikTok. Soyez beaucoup plus rigoureux, soyez disciplinés, chers amis. Donc, ne vous empêchez pas d'étudier la politique de l'UDPS. Étudier sa genèse, étudier qu'est-ce que l'UDPS a apporté comme valeur, comme combat. Ne soyez pas dans l'obscurantisme, mon frère. Je vous en conjure. Ça fera que la force des Congolais. C'est d'avoir une connaissance objective des noms leaders et des leaders des autres. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe partout. Nous sommes étudiés par les Rwandais. Je vous le dis, vous avez un certain journaliste, un certain analyste, j'ai déjà publié ces conneries sur ma page. Ce monsieur, il cite tous les acteurs politiques congolais. Il en parle comme s'il habitait chez nous. Donc, toute forme d'actualité, forme de scandale, même scandale social,
Le monsieur se renseigne tout le jour sur nous. Et donc, s'ils veulent nous pénétrer, ils le feront facilement. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. Nous passons notre temps à insulter un homme. Nous passons notre temps à insulter un parti politique. Mais étudier ces partis-là. Étudier aussi d'autres partis. Voilà. Les amis, ici, les accusations contre Félix, ce qui est sérieux et ce qui est manipulé. Nous avons demandé et nous efforçons à les fouiller. Le M23 a été soutenu par Félix en 2019. Chers amis, vous avez déjà entendu ça dans des panels. Il faut retenir ceci. Le M23 comme mouvement armé réapparaît massivement plus tard, mais l'Est reste instable dès 2019. Ça à retenir. Ce qui est manipulé, le M23, soutenu par Félix, suppose une intention, un projet difficile à prouver, chers amis, sans document. Si vous n'avez pas de documents justifiant vos propos d'une intelligence ou d'une complicité de Félix à M23, si vous n'avez rien, tout ce que vous allez dire, ce ne sont que des fruits de vos esprits. Ce sont que des imaginations, ce ne sont que des postures de haine ou de projection. Et vous êtes convaincu, donc vous voulez attribuer à cet homme l'appartenance à un groupe rebelle. Vous le voulez de tout votre cœur. Ça, c'est un péché, ça. C'est une erreur parce que vous allez les raconter à nos jeunes vont le relayer et vous êtes en train de construire une histoire fausse. Vous n'aidez pas la jeunesse, vous n'aidez pas le cerveau, les amis. Donc, vous ne pouvez pas prouver un ordre, un financement, des chaînes de commandement. Vous ne pouvez pas les prouver. Il faut avoir une lecture sérieuse. Instabilité chronique. Plus survivance des réseaux. Ça, c'est la lecture. Insuffisance des contrôles sécuritaires. Ça, c'est la lecture. Et réorganisation des adversaires régionaux. Ça, c'est la lecture conforme. Félix, d'après certaines personnes, a libéré des gens du CNDP du M23. Nous parlons pour citer, Félix a libéré Biamungu. J'ai suivi un intellectuel brazzavillois, puisqu'il est du Brazza, de la République du Congo. Cet homme fait beaucoup de lives. Il a insisté sur un fait. Il a voulu faire un parallèle entre la prise de Uvira et la libération des Biamungu, décidée par Félix Tshisekedi. Alors là, j'ai trouvé que cet homme était hypocrite, il était malhonnête ou alors il était ignorant. Donc, il y a ce qu'il faut savoir. Il y a des mesures liées à des cadres DDR que je expliquais tout à l'heure, démobilisation, désarmement et réintégration. Et des dossiers hérités que Félix va hériter. Faire croire que libérer quelqu'un égale vouloir la guerre, libérer Biamungu égale vouloir la guerre par la posture de Biamungu, donc à la tête de troupes. Le Congo est enfermé depuis 2002 dans une logique. Ça, c'est la bonne lecture historique. Le Congo est enfermé depuis 2002 dans une logique où
vous avez la réintégration, amnistie, arrangement, et donc un outil opposé, accepté à répétition. Obligation de suivre cet élément. Le vrai débat n'est pas a-t-il libéré Biamungu ou d'autres acteurs ou d'autres criminels. C'est plutôt fallait-il continuer ces modèles DDR sans verrou sécuritaire. Modèle DDR, c'est quoi? Démobilisation, désarmement et réintégration. Ça, c'est le principe. Et ce principe a toujours été accompagné par la communauté internationale, je cite, l'Union européenne, l'Union africaine et les États-Unis. Vous comprenez? Et ces processus de DDR ne s'appliquent pas seulement en RDC, ça s'applique partout. Ça s'est appliqué aussi en Angola. Ça s'est appliqué aussi à côté, au Rwanda. Mais bien surveillé, c'est appliqué aussi dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire. Alors, il est complice avec les Rwandais. Ce qui est sérieux d'examiner ici, résultat réel sur le terrain, il faut qu'on ait une visibilité de ça, une cohérence de choix, diplomatie et action militaire. Ce qui est sérieux à examiner, c'est le résultat réel sur le terrain, il faut le voir, la cohérence de choix lui concernant entre la diplomatie et les actions sur le terrain, actions militaires, la qualité du renseignement et du commandement, il faut le voir, et les effets de dialogue et le cessez-le-feu. Ce qui est souvent politicien, c'est-à-dire on accuse sans preuve structurelle. On accuse un homme de tout le péché du monde lié à la RDC, comme si c'est lui qui a créé l'AFDL, c'est lui qui a créé le CNDP, c'est lui qui a créé le RCD Goma. En fait, il est l'intelligence, il est l'unité entre tous ces groupes-là. C'est malhonnête, ça. C'est une faiblesse intellectuelle. C'est un crime. Vous avez des intellectuels congolais opposants qui soutiennent que Étienne Tshisekedi était en complicité avec le RCD Goma. Est-ce que vous comprenez un peu la dimension de la corruption intellectuelle? Ce qui est souvent politicien, accusé sans preuve structurelle, confondre la négociation et la trahison, la confusion entre ces deux-là, oublier le poids des contraintes internes, c'est-à-dire l'armée, coalition militaire initiale et infiltration. On oublie ça. Donc, pour juger Félix honnêtement, chers amis, il faut séparer quoi? C'est qu'il hérite. Félix hérite quoi? Un système DDR, plus des crises identitaires qu'on a expliquées, parachutées par les colons, sans identité, sans statut clair. Ces gens vont être instrumentalisés par les Rwandais. Vous connaissez que la constitution de 2006 va les couvrir, faire des nationaux, des autochtones, et ils deviennent des Congolais, des autochtones, avec une mentalité des criminels, des opposés, une appartenance au Rwanda. Mais ils sont devenus des Congolais par les armes avec l'article 10 de la Constitution de 2006. Et au lieu de rester des Congolais, comme ils sont arrivés là par les armes, leur structure, leur cartographie mentale, leur système est totalement configuré, séparé des Congolais, appartenant à Kigali, avec une vision de découper la RDC pour gérer les Kivu nord et sud. Le but est de sectionner la République démocratique du Congo pour
qu'ils fassent de Kivu Nord et Sud leur pays, leur territoire. Parce que ceux qui ont écrit la lettre à l'ONU, une copie envoyée à Kinshasa, à Mobutu, avaient déjà cette vision autrefois. Voilà pourquoi Mobutu avait précipité leur précipiter leur défection. Il les a déchus immédiatement, sans concession, de la nationalité attribuée, donnée en 71. Donc c'est la même projection, même vision, c'est le découpage du Nord Kivu. Donc vous êtes devenus des Congolais, mais vous voulez gérer une partie du mais ça ne va pas ou quoi? Vous êtes des Congolais, mais vous cherchez à gérer une partie du Congo sans Kinshasa. Est-ce que vous n'êtes pas fou? Vous voulez vous départir, vous soustraire de l'autorité de Kinshasa, alors que la Constitution dit de vous que vous êtes des citoyens congolais. En tant que citoyen congolais, il y a un seul président. Le président est celui qui représente tous les Congolais. Et vous, avec l'article 10, devenant des Congolais, vous voulez vous départir. Les amis, il y a quand même un problème là. Il y a un problème chronique. Donc, pour juger, je vous ai dit, ce qu'il contrôle, il faut séparer ce qu'il contrôle réellement, l'appareil sécuritaire, le chaîne de commandement, ce qu'il décide, la diplomatie, nomination, la doctrine, les opérations, et les résultats, le terrain, le territoire, la capacité de dissuasion. Sinon, on tombe évidemment